tous et bienvenue dans ce Sénat 360, le nouveau rendez-vous d'information parlementaire de Public Sénat. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h30 en direct et à la une de l'actualité aujourd'hui. Le droit des étrangers en discussion au Sénat. La majorité veut s'attaquer à l'immigration clandestine en durcissant les conditions d'accès au regroupement familial. Elle a également modifié l'aide médicale d'État pour les patients étrangers malades. Le détail dans cette édition. La République ne connaît pas de race ni de couleur de peau. Déclaration de François Hollande en une allusion ouverte à Nadine Morano. Le chef de l'État annonce un texte d'ici à la fin de l'année pour faire de toute inspiration raciste ou antisémite une circonstance aggravante pour les infractions. Vers un alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence en plein scandale Volkswagen il y a quelques semaines de la COP21. Annonce de Ségolène Royal, c'était une des préconisations d'un rapport sénatorial. La fin du diesel bon marché, ce sera notre débat dans un instant. Le Sénat persiste et signe hier en commission. Il a décidé de pénaliser les prostituées mais pas les clients en rétablissant le délit de racolage passif mais en rejetant la pénalisation des clients. On en parle avec l'invité du face-à-face, Pascal Boitard, secrétaire d'État chargé du droit des femmes. Et pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en duplex, Tam Tranui en direct de l'hémicycle, Saveria Rojek depuis la salle des conférences du Sénat. Et nous retrouverons également Faustine Saint-Geniès au cœur de la manifestation contre la réforme du Code du travail, place de la République à Paris. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on va tout de suite retrouver Faustine Saint-Geniès à l'occasion de la journée de mobilisation nationale contre la réforme du Code du travail, mais aussi pour la défense des salaires. Vous êtes en direct de la manifestation à Paris avec votre invité Faustine, le sénateur de Paris et secrétaire national du Parti communiste français, Pierre Laurent. Oui, je suis avec Pierre Laurent en direct de la place de la République. Vous pouvez l'entendre autour de nous, il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Pierre Laurent, bonjour. Quel est l'objectif de votre présence ici? Qu'est-ce que vous êtes venu défendre auprès de tous ces salariés? Soutenir les salariés qui sont en lutte pour l'augmentation de leur salaire, pour la défense de l'emploi et plus généralement pour la défense des droits du travail qui sont durement attaqués. C'est un combat que moi je porte politiquement au Parlement, que je porte dans la bataille des élections régionales et que les salariés expriment aujourd'hui dans la rue. Et nos efforts sont convergents pour faire reculer les politiques d'austérité. C'est pour ça que je suis là. Il y a des salariés du public avec les éboueurs, des salariés du privé avec Air France. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça dit du climat social aujourd'hui? Je crois qu'il y a une colère très grande qui monte dans tous les secteurs du monde du travail. C'est une grande spécialité du MEDEF ou de la droite d'essayer d'opposer les salariés du privé aux salariés du public. Mais en vérité, aujourd'hui, qu'on travaille dans une école ou dans un hôpital avec de très grandes difficultés ou dans une usine ou une entreprise du privé où on a les mêmes difficultés, on sent bien que tout le monde est concerné par les mêmes enjeux. Et ça se voit dans la rue aujourd'hui. Et c'est le signe que la colère est vraiment générale et profonde dans le pays. Mais de manière plus concrète, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement par rapport à sa politique sociale? Eh bien notamment, puisqu'on entame le débat budgétaire, qu'on cesse de distribuer de l'argent à travers le CICE aux entreprises sans aucune contrepartie. Ça permet d'augmenter les dividendes, l'argent que se mettent les actionnaires dans la poche, mais il n'y a rien qui va aux salariés et à l'emploi. Il faut changer ces politiques, il faut utiliser autrement l'argent public, l'utiliser mieux et l'utiliser pour développer des investissements sociaux et industriels qui servent la collectivité et l'intérêt général. Et par rapport à Air France plus particulièrement, vous avez des demandes à adresser au gouvernement, au patron d'Air France? Je crois que pour Air France, ce qui s'est passé ces derniers jours montre qu'il faut reprendre totalement la négociation et pas sur les bases proposées par la direction. Donc il faut travailler et travailler vite pour reprendre la négociation. Merci beaucoup Pierre Laurent. On vous retrouve plus tard Delphine, il y a beaucoup de monde. À tout à l'heure. Merci beaucoup Faustine et on va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat. Tam, le débat se poursuit sur le droit des étrangers. Nous vous en parlions hier, c'est la question du regroupement familial qui cristallise les tensions aujourd'hui.
Oui, le regroupement familial qui a donné lieu à des échanges passionnés ce matin. Alors pour rappel, la commission des lois du Sénat, de droite, a prolongé la durée pendant laquelle un étranger doit résider en France avant de pouvoir faire cette demande de regroupement familial. Elle a fait passer cette durée de 18 à 24 mois. Pour la gauche sénatoriale, c'est très clair. La droite cherche à surfer sur les peurs de l'opinion publique sur le rejet de l'étranger. Je propose d'écouter Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste, qui s'adressait tout à l'heure à la droite dans l'hémicycle. Est-ce que oui ou non, le regroupement familial fait partie non seulement des droits, mais aussi des moyens pour permettre à une famille, à un étranger, finalement, de s'intégrer en France le plus vite possible? Parce que s'il repousse le délai auquel il y a un droit au regroupement familial, c'est qu'il pense que ce n'est pas utile pour l'intégration. Sinon, finalement, il faudrait plutôt débattre de savoir s'il faut avancer. Alors, je suis un peu étonné. On a l'impression qu'on utilise au maximum la directive parce que, dans le fond, vous ne voulez pas du regroupement familial. Et refuser le regroupement familial, c'est refuser l'intégration. Et il y a eu encore bien d'autres arguments à gauche, notamment le sénateur RDSE, Pierre-Yves Collombat. Ça ne sert à rien de prolonger le délai puisque tout ce que l'on veut savoir, c'est si cette demande est valable sur le fond. Le débat se tend donc. Pour preuve, ce matin, un communiqué de la gauche sénatoriale qui accuse la droite de courir après l'extrême droite en faisant des étrangers des boucs émissaires. C'est un affichage politique. Ce sont des positionnements électoralistes selon Philippe Kaltenbach, le chef de file des socialistes ici au Sénat sur ce texte. Je vous le rappelle, ce texte était un texte sur le droit des étrangers, sur leur accueil, sur leur intégration et c'est devenu, sous la houlette de la droite, un texte sur la maîtrise de l'immigration. Merci beaucoup Tam, et tout de suite direction la salle des conférences où se trouve Saveria Rojek, car l'autre temps fort aujourd'hui au Sénat, c'était l'audition ce matin de Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture. C'est lui le véritable homme fort du monde agricole en Europe. Il était entendu ce matin par les sénateurs. Alors Saveria, que s'est-il dit lors de son audition ? Il vient défiler avant de passer donc son grand oral devant les sénateurs. Phil Hogan s'est d'abord rendu à la présidence du Sénat où il a pu échanger avec Gérard Larcher. Gérard Larcher, comme vous le savez, qui est particulièrement attentif à la crise agricole. Le président du Sénat travaille en ce moment même à une proposition de loi sur l'agriculture. Objectif, redonner de la compétitivité à l'ensemble de la filière. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Gérard Larcher à l'issue de cet entretien. Il y a aujourd'hui une crise dans 3 secteurs, le lait, la viande porcine, mais aussi la viande bovine. Et que la réponse, elle doit être conjoncturelle, mais aussi structurelle. Car le mot compétitivité, c'est pas un gros mot dans un pays qui doit exporter dans chacun des secteurs. Et nous avons abordé ces 2 niveaux de questions. Le sujet, c'est la volatilité des prix, des cours qui, à certains moments, sont à un niveau, j'allais dire, acceptable, soutenable socialement d'ailleurs, et économiquement, et à d'autres moments, des cours qui sont plus bas. Et nous avons développé tout ce volet de la volatilité. La volatilité des prix, c'est donc un des mots-clés dans cette crise agricole. C'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels les sénateurs ont interrogé Phil Hogan ce matin lors de son audition. Comment faire évoluer l'agriculture vers une plus grande compétitivité. Le commissaire européen a indiqué qu'un groupe de travail sur les marchés agricoles vient d'être mis en place. Il faut donner à nos agriculteurs une garantie de revenus, ont exhorté de leur côté les sénateurs. Ce à quoi Phil Hogan a répondu qu'une série de mesures serait bien annoncée dans les jours qui viennent, en particulier sur la simplification des normes. Je pense que nos politiques sont toujours aussi importantes, plus importantes que jamais, car nous sommes face à des modifications de mode de consommation, beaucoup d'instabilité dans nos régions voisines. Nous ne devons pas permettre nos principes d'être balayés ou oubliés. La production par nos agriculteurs avec traçabilité, de bonne qualité, c'est un bien commun. Et je suis là pour défendre les fermiers. Si nous n'avons pas de producteurs, nous n'avons pas de produits qui permettraient d'appuyer et de continuer à préserver les 47 millions d'emplois qui sont dans ce secteur. Enfin, Delphine, plusieurs sénateurs comme Jean Bizet, le président de la Commission des Affaires européennes, n'ont pas caché leur scepticisme face à la politique agricole commune. Une PAC qui coûte chaque année entre 40 et 45 milliards d'euros, mais qui ne permet plus aujourd'hui d'assurer un avenir pérenne à nos agriculteurs.
Merci beaucoup, Saveria. Alors que la loi sur le renseignement vient d'être attaquée devant la Cour européenne des droits de l'homme, le Sénat s'intéresse à travers un rapport aux moyens consacrés au renseignement intérieur, mais aussi à son organisation. Depuis la création de la DCRI et la fin des RG, Louis Sibyl. Le renseignement intérieur a les lignes quelque peu brouillées. En tout, 4 structures le composent. En vrac, DGSI, SCRT, DRPP, SDAO, des acronymes barbares derrière lesquels se cachent des services du ministère de l'Intérieur, de la police ou encore de la gendarmerie. Un gâchis de moyens selon un rapport de la Commission des finances du Sénat. Il est évident qu'il faut regrouper le mieux possible les renseignements territoriaux, la gendarmerie et la préfecture de police. C'est dommage de perdre du temps et des effectifs et des moyens à assurer des liaisons alors qu'il vaudrait mieux assurer des missions. La France est le seul pays européen à avoir autant de services pour son renseignement. En 60 ans, il a très peu changé. Il faut attendre 2008 pour une première fusion entre la direction de la surveillance du territoire et les renseignements généraux. Une fusion controversée. La fusion a été faite selon des critères bureaucratiques, on va mettre X à tel endroit, Y, on va faire telle structuration, avant de poser la question essentielle, à quoi nous, le renseignement intérieur, allons-nous servir au long des années qui viennent? Le renseignement intérieur, c'est en tout quelques 6000 agents. C'est 2 fois plus qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne. Les effectifs ont augmenté ces derniers temps, notamment depuis les attentats de janvier. Selon le rapport du Sénat, les moyens sont désormais globalement satisfaisants, mais il préconise de recourir davantage aux agents contractuels pour des missions bien spécifiques. Et la sécurité intérieure, son organisation, son efficacité, alors que la menace terroriste n'a jamais été aussi élevée en France, on en parle avec nos invités. Dans notre débat, ce sera à 16h. Le Sénat refuse toujours de pénaliser les clients des prostituées. Hier, la commission spéciale chargée d'examiner en deuxième lecture la proposition de loi sur la prostitution a de nouveau supprimé du texte la pénalisation du client, malgré l'opposition du rapporteur socialiste Michel Meunier. À Montpellier, le maire veut interdire aux travailleurs du sexe de stationner ou de se livrer à des allées et venues répétées. Les associations redoutent que la mesure ne fasse que repousser le problème, comme l'a constaté sur place Cécile Sixou. Vous avez des restes de papier de préservatif. Une déchetterie en plein air à 2 pas de chez lui. Tous les matins, Jean-Luc constate les stigmates de la nuit. Des préservatifs à même les trottoirs, des bouteilles cassées. La prostitution dans son quartier, il n'en peut plus. Ils s'arrêtent ici, ils restent une nuit entière et ils font énormément de bruit. Avec une 50aine d'autres riverains, excédés, ils ont monté une association, déposé des plaintes et multiplié les pétitions. On n'en peut plus, oui, et ça n'a cessé de croître. C'est-à-dire qu'au début, il y en avait quelques-unes, maintenant il y en a de plus en plus. Elles sont là plus longtemps et plus souvent. Avant c'était quelques soirs, maintenant c'est quasiment tous les soirs et elles arrivent très tôt. Des revendications entendues par la mairie de Montpellier qui a décidé de publier un arrêté. Donc ce sont les 4 secteurs qui sont concernés par l'arrêté. 4 quartiers de Montpellier où il sera interdit de se garer ou d'aller et venir en voiture et à pied entre 18h et 7h du matin. La mairie espère limiter un phénomène qui prend de l'ampleur. Là, ces derniers temps, et c'est ce qui nous a incité à prendre cet arrêté, c'est que des quartiers jusque-là tranquilles ont été complètement envahis et les problèmes sont très désagréables. C'est insupportable en fait. 21 policiers supplémentaires déployés pour éviter les attroupements, faire des contrôles d'alcoolémie et d'identité. Il me semble qu'il y a une obligation de publication, en plus, c'est ce qu'on disait. Pour le Mouvement d'Uni, une association qui vient en aide aux travailleurs du sexe, c'est un retour à la pénalisation des prostituées. Un retour en arrière, puisqu'une proposition de loi en cours de discussion au Parlement propose justement l'inverse, la suppression du délit de racolage et la pénalisation du client. L'esprit de la loi, l'esprit du législateur nous indique qu'on doit dépénaliser les personnes. Or, les arrêtés anti-prostitution vont venir en contradiction avec ce pilier fondamental de la loi, puisqu'il donne l'opportunité de pénaliser indirectement la prostitution. On se trompe de cible. On ne lutte pas contre la prostitution, ses causes et ses conséquences.
on lutte contre les prostituées. Les prostituées ciblées, à la mairie de Montpellier, on s'en défend. Il n'est pas question d'interdire cette activité. Nous n'en avons pas les moyens. Nous incitons les personnes qui sont clients ou prostituées à faire attention aux risques de nuisances qu'ils engendrent pour la population. Dans ces rues, moins de nuisances. Pour cette autre association, l'arrêté va surtout avoir une conséquence, repousser le problème à la périphérie de la ville et dégrader plus encore les conditions de vie des prostituées. Les personnes prostituées sont des victimes, elles sont victimes de la violence de la prostitution. Alors là, en plus, elles vont se retrouver plus loin, qu'elles ne pourront pas avoir accès à des structures sanitaires, accès à la police dans les coins à la périphérie. Il n'y aura pas de sécurité pour elles. L'arrêté sera appliqué le 15 octobre. Jean-Luc attend avec impatience. Les associations, elles, s'inquiètent. Elles comptent sur le vote de la proposition de loi au Parlement pour mieux protéger les prostituées. Et l'invité du face-à-face, c'est Pascal Boitard, secrétaire d'État chargé des droits des femmes. C'est à vous, Mickaël. Merci, Cécile. Pascal Boitard, on va revenir bien évidemment sur ce reportage de cette proposition de loi sur la prostitution. Juste avant, François Hollande a déclaré il y a très peu de temps « La France ne connaît pas de race ni de couleur de peau ». Il rappelle, le président de la République a rappelé un des fondements même de notre République, de notre Constitution, c'est qu'effectivement, la race n'a pas lieu d'être dans les propos qui peuvent être tenus, parce que le racisme, je le rappelle, est un délit et que nous ne qualifions pas les personnes suivant soi-disant une appartenance à une race. Et un débat d'ailleurs parlementaire a eu lieu sur ce sujet. Le président de la République a bien fait de réaffirmer d'abord sa volonté, mais aussi celle du gouvernement, avant la fin de l'année, de légiférer sur cette question. Elle a réussi son coup, Nadine Morano. Écoutez, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat qui est à la fois nauséabond, et en même temps assez scandaleux, je dirais, par rapport aux gens qui subissent chaque jour à la fois le racisme, l'antisémitisme et pour les femmes le sexisme. Mais regardez, les mêmes invités dans un 20h. Eh bien ça, c'est de la responsabilité des médias. Je crois qu'on n'a pas, à un moment donné, à faire diffuser ce genre de propos qui sont contraires à la loi. François Hollande va plus loin, il veut un texte qui fait du racisme ou de l'antisémitisme une circonstance aggravante avant la fin de l'année. Encore une loi. C'est ce qu'avait annoncé le Premier ministre à la rentrée de septembre, qu'un texte était en préparation, et nous y travaillons d'ailleurs, parce que ça concerne, comme je le disais, à la fois le racisme, l'antisémitisme, mais aussi le sexisme. Et d'ailleurs, des parlementaires s'emparent déjà de cette préparation de textes de loi. Je pense par exemple à Razi Hammadi à l'Assemblée nationale ou à Luc Carvounas au Sénat. Sexisme, il y a un colloque qui se tiendra, je crois, en 2016 sur le sexisme dans le travail. Tout à fait. C'est quoi encore le sexisme dans le travail en 2015? Ça existe encore? Ça peut être par exemple au quotidien des petites réflexions qui paraissent très drôles comme ça pour certains, mais qui ne le sont pas et qui, cumulées les unes aux autres, deviennent un enfer. Vous voyez, au quotidien dans le milieu du travail. Le milieu du travail, c'est un espace de partage, de respect et de travail en commun. Et c'est pas justement de subir toute la journée des petites réflexions de ce type, par exemple. Sexisme dans le travail, sexisme en politique, ça existe encore? Bien sûr, et vous avez des exemples encore qui se font jour assez constamment. On avait eu les épisodes, par exemple, du bruit de poule dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'était il y a quelques mois. Voilà, bon, ça existe. Vous avez eu à en souffrir, vous? Peut-être qu'on n'ose pas avec moi, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'y mets halte rapidement. Il y a des députés qui ont proposé une proposition de loi, on change un petit peu de thème, mais je sais que vous êtes aussi très proche de ce thème de la laïcité qui vous est cher. Il y a des députés qui ont fait une proposition de loi pour rendre obligatoire les menus végétariens à la cantine. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir... non, d'abord, c'est pas un lien avec la laïcité, ou alors je ne le connais pas. Par contre, permettre à chaque enfant de pouvoir... Ils disent que c'est du laïque pour tous. Il n'y a pas plus laïque que le menu végétarien. Non, c'est pas du laïque pour tous, parce qu'être laïque, c'est pas ne pas manger de viande. C'est un choix
de manger ou de ne pas manger de la viande, mais ce n'est pas un choix qui est en lien avec la laïcité. Ce qui est invoqué par la laïcité, c'est la suppression d'autres choix que, par exemple, de manger du porc, par exemple. Et ça, c'est un choix politicien qu'ont fait certains maires, sans concertation d'ailleurs avec les parents d'élèves, et qui marque des décisions politiciennes dans un contexte qu'a rappelé le président de la République encore, qui est dans un contexte extrêmement nauséabond et qui n'est pas la République, parce que la République, elle est là pour rassembler. Elle a une chance de voir le jour, cette proposition de loi, selon vous, ou pas? Écoutez, je ne sais pas, c'est aux parlementaires, puisque c'est une proposition parlementaire. Il y aura peut-être un débat, peut-être pas. Vous voyez ça d'un bon œil ou pas? Il y a un moment, les parlementaires doivent aussi, que j'ai été, et encore pas si longtemps, je crois que trop légiférer, surtout, n'est pas forcément très utile non plus pour la démocratie. Et surtout sur ce genre de texte? Permettre à des gens de pouvoir manger dans des cantines collectives, que ce soit des enfants ou des adultes d'ailleurs, autre chose que de la viande, pourquoi pas? Mais je ne vois pas la nécessité de légiférer sur ce point. Ça marche bien dans les cantines, selon vous? Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème avec les menus? Écoutez, moi qui étais à la fois une élève, qui était aussi dans des équipes enseignantes pendant de nombreuses années, je n'ai jamais vu de problème jusqu'à ce que certains le soulèvent de façon politicienne, encore une fois. Donc ce n'est qu'un problème politicien? Je pense que certains, oui, se saisissent de ce type de sujet pour faire avancer encore des idées qui ne sont pas républicaines. Il y a des manifs dans la rue en ce moment, aujourd'hui en tout cas en France, pour l'emploi, les salaires, la défense du droit du travail. On est en pleine semaine de l'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard non plus. Quelle réponse faites-vous face à la rue? Face à la rue, en tout cas sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nous progressons. Et c'est une bonne nouvelle. Et par rapport à une progression doublement par rapport à la moyenne européenne sur le point de l'écart salarial entre les femmes et les hommes, qui est une grande inégalité que vous connaissez. Parce que ça va beaucoup mieux en France quand même. Ça va mieux, mais il y a encore du chemin à parcourir et c'est pour ça qu'on légifère justement. Et la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a contribué notamment, et d'autres lois avant, ont contribué à cette évolution positive. On a encore du chemin à parcourir et je souhaite que ça puisse évoluer le plus vite possible. C'est ce à quoi je m'emploie. Est-ce qu'il y a encore des grandes entreprises qui ne jouent pas le jeu? Il en existe quelques-unes, mais je vous rappelle qu'il y a donc des obligations. Et des sanctions. Et des sanctions, un accompagnement avant la sanction, un accompagnement justement des entreprises. C'est ça ? Non, un accompagnement des entreprises. On met à disposition des outils pour justement permettre aux entreprises de pouvoir s'inscrire dans le chemin de l'égalité. Et nous avons d'ailleurs des réseaux d'entreprises que nous avons initiés qui peuvent échanger aussi des bonnes pratiques sur à la fois l'égalité salariale, mais aussi la progression des femmes dans la prise de responsabilité dans les entreprises. Ça marche très très bien. Et donc je suis très active justement pour faire progresser encore plus vite cette égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Comment ça se fait que votre budget soit l'un des seuls en hausse cette année, plus 6%? C'est vrai que plus de 6% même. Puisque nous allons atteindre les 27 millions d'euros. 27 millions d'euros parce que nous avons cette perspective de la proposition de loi de lutte contre le système prostitutionnel qui va normalement être adoptée très rapidement et qui nécessite d'abonder un fonds de lutte contre la traite humaine. Parce que la prostitution aujourd'hui dans notre pays est à 90% de la traite humaine. Mais il y a d'autres ministères qui auraient pu dire, nous aussi on a des thèmes très importants, des lois très importantes à faire passer. Vous êtes l'un des seuls en augmentation. Pourquoi vous et pas les autres? Eh bien, je considère peut-être que ce que nous faisons au secrétariat d'État aux droits des femmes nécessite effectivement d'être conforté dans notre implication sur l'ensemble des sujets et aussi, évidemment, celui-ci qui est extrêmement ambitieux et qui est une nécessité aujourd'hui d'accompagner à la fois les associations, mais aussi tous les corps d'État qui luttent aujourd'hui contre la traite humaine. La proposition de loi, elle arrive bientôt au Sénat, dans l'hémicycle, le 15 octobre. La commission spéciale s'est réunie hier au Sénat. Point numéro 1, elle abroge le délit de racolage. Pour ou contre? Alors, vous savez que cette loi, elle doit avoir un équilibre qui est effectivement de ne pas continuer à considérer les prostituées comme des délinquantes, mais des victimes de réseaux mafieux. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait cette suppression du délit de racolage qui d'ailleurs
tout le monde s'accorde à dire, n'a pas eu les effets escomptés lorsqu'il a été mis en place. Donc la suppression est une bonne chose. Mais par contre, il faut qu'un texte équilibré, donc un grand volet évidemment sanitaire et social, renforcé par le Sénat à la première lecture, et je salue les sénateurs et sénatrices qui y ont contribué, mais par contre, il faut avoir un pendant à cette suppression du délit de racolage, qui est la responsabilisation des clients. Responsabilisation, ça veut dire pénalisation? Ça veut dire une forme de pénalité, mais pas que. Et c'est pour ça qu'on dit responsabilisation, parce qu'il y a aussi une pédagogie à mettre en place. Les clients, beaucoup le savent très bien d'ailleurs, parce qu'il faut voir dans quelles conditions s'opère ce genre d'actes, savent très bien qu'ils participent à des réseaux, à l'entretien de réseaux mafieux qui utilisent des femmes, en grande majorité, qui se prostituent, qui sont menacées constamment par ces mafias. Mais le Sénat, la commission spéciale, elle a supprimé la pénalisation du client. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'hémicycle? On aura encore ce grand débat. Est-ce qu'on va avoir, faut-il pénaliser ou pas? Il faut qu'il y ait un équilibre. Est-ce que vous allez y arriver à cet équilibre? Eh bien, c'est de la responsabilité. C'est un texte issu du des parlementaires. Et donc, il faut absolument trouver un équilibre dans ce texte. Ce sera l'objet, d'ailleurs, de nos discussions le 14 octobre prochain dans l'hémicycle du Sénat. Alors vous avez peut-être vu la dernière de couverture de Libération hier. C'est une jeune Autrichienne qui vient de lancer un site de rencontre tarifé, géolocalisé. C'est l'ubérisation de la prostitution? Oui, c'est ça. C'est exactement le même système. Et j'ai cru comprendre qu'elle souhaitait s'étendre même en France. Absolument. Et bien, vous voyez, si la loi prostitution de lutte contre le système prostitutionnel est adoptée, eh bien, le fait que nous adoptions dans ce texte la responsabilisation des clients et tous les autres piliers de cette loi permettra justement de ne pas tomber dans une marchandisation totale du corps des femmes, en grande majorité, mais aussi des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes prostitués dans notre pays. Donc si ce site arrive jusqu'en France, la loi permettra de le stopper? Évidemment. Ça fait partie, si vous voulez, de comment on considère la relation à l'autre, même dans la sexualité dans notre pays. La France est engagée depuis plusieurs années au niveau international dans l'abolitionnisme. Le président de la République à l'ONU a réaffirmé que la prostitution faisait partie des violences faites aux femmes. Et je crois que la France s'honorerait d'adopter ce texte très rapidement. Merci Pascale Boitard d'avoir accepté ce face-à-face. Merci. Merci beaucoup, Mickaël. Il est bientôt 15h30. Merci si vous nous rejoignez. Vous êtes toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres de ce Sénat 360. Ségolène Royal veut neutraliser l'avantage fiscal du diesel. Manuel Valls estime légitime la volonté de rapprocher son prix de celui de l'essence, mais pas au risque de froisser les automobilistes ou de gêner les constructeurs. On en parle dans un instant dans notre débat. La droite sénatoriale à la manœuvre sur le texte droit des étrangers. Durcissement des mesures d'éloignement et de regroupement familial, aide médicale d'État revue pour les patients étrangers. Les extraits de la séance dans un instant. Faut-il regrouper les services de renseignement intérieur pour améliorer leur efficacité? C'est la proposition du sénateur Les Républicains Philippe Dominati. Analyse et décryptage à suivre. Et pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en duplex, Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat, mais également Saveria Rojek depuis la salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. Et pour débuter ce multiplex, on va tout de suite prendre la direction de l'hémicycle du Sénat où nous attend Tam Tranui. Vous suivez pour nous, Tam, la discussion autour de ce projet de loi sur le droit des étrangers. Après avoir parlé regroupement familial, les sénateurs ont également évoqué cette question de l'aide médicale d'État. Alors, quelles sont les propositions de la droite sénatoriale sur ce thème, Tam ? Et oui, il y a eu tout à l'heure tout un débat sur la santé publique et on a vu très clairement deux opinions s'affronter du côté de la droite. On estime qu'il faut limiter les soins aux étrangers car ce n'est pas supportable pour nos comptes publics. Du côté de la gauche, en revanche, il faut préventivement soigner les étrangers, qu'ils soient en situation régulière ou non. Cela pour limiter par exemple les risques d'épidémie, mais également pour des raisons humanistes. C'est l'avis en tout cas du sénateur socialiste Hervé Poher
Poher est médecin. Il est sénateur socialiste du Pas-de-Calais. Il a tenu à témoigner de la situation des migrants et de la façon dont les médecins les soignent là-bas. Écoutez. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des cachexie, c'est-à-dire des gens en mauvais état général. On voit des cas de gale, on voit des dermatoses, on voit des grossesses à risque avec accouchement prématuré. On voit des parasitoses, on voit la tuberculose, on voit des blessures, on voit tout ça. Et honnêtement, le médecin, quand il voit ce malade, il ne va pas lui demander combien tu as d'argent. Est-ce que tu as l'aide médicale? Est-ce que tu es en règle avec l'État? Le médecin, il soigne. Il soigne quelle que soit la pathologie. Et malgré ce plaidoyer, c'est bien le Sénat de droite qui l'a emporté, puisque les sénateurs ont remis en place un forfait dont les étrangers doivent s'acquitter pour avoir droit à l'AME, l'aide médicale d'État, et plus encore, ils ont aussi remplacé l'AME par l'aide médicale d'urgence à l'initiative du sénateur Les Républicains, Roger Carucci, c'est-à-dire que cette aide médicale d'urgence se limiterait aux prises en charge sur les maladies graves, aux grossesses, aux vaccinations réglementaires, voilà, aux cas les plus graves. Pour lui, il faut rationaliser pour sauver notre système. La gauche l'a au contraire accusé de surfer sur la peur de l'opinion publique et sur le rejet de l'étranger. La gauche qui estime que humanisme peut rimer avec économie. Merci beaucoup Tam. On va à présent retrouver Saveria Rojek, toujours salle des conférences. Alors l'actualité au Sénat, Saveria, c'est aussi l'audition ce matin du commissaire européen Phil Hogan. Il a été longuement interrogé sur les défis agricoles à venir. Mais aussi cet après-midi, il y a eu cette conférence de presse du sénateur écologiste Joël Labbé. C'est en quelque sorte la réponse du berger à la bergère, Saveria. Oui Delphine, alors Joël Labbé était bien sûr présent à l'audition de Phil Hogan ce matin. Et devant Phil Hogan, il a dénoncé ce qu'il considère comme une décision délibérée de Bruxelles, la fuite en avant vers une agriculture industrielle. Et pour rappeler la situation dramatique que connaissent beaucoup de nos agriculteurs aujourd'hui, le sénateur du Morbihan, vous l'avez dit, a tenu une conférence de presse autour des syndicats agricoles minoritaires. Objectif, faire entendre la voix des plus petits paysans. La FNSEA est toujours présente partout, et tout ce qui a trait à l'avenir du monde agricole et paysan, c'est la FNSEA. Certains parlent même de cogestion avec les gouvernements, quels qu'ils soient. Donc il y a un poids énorme de ce syndicat. Il n'est pas neutre dans les orientations qu'il propose et qui sont souvent suivies. Donc nous, ça ne nous convient pas. On a envie d'entendre les autres. Et on a envie que tout le monde entende les autres, tous les parlementaires concernés. Car pour Joël Labbé, si les 500 millions d'euros débloqués peuvent être une réponse à la détresse des agriculteurs, c'est l'orientation des aides qui pose problème. Cet argent public doit servir, selon le sénateur du Morbihan, au contraire, à assurer le soutien aux agricultures alternatives. Merci beaucoup Saveria. C'est peut-être la fin du diesel bon marché, comme le préconisait le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur le coût de la pollution de l'air. Le gouvernement envisage un rapprochement entre les fiscalités de l'essence et du diesel. En plein scandale Volkswagen et à quelques semaines de la COP21, il est temps, selon les sénateurs, de mettre fin à l'anomalie de la France sur le diesel. Quentin Calmy. Ça va nous inscrire dans l'histoire du travail parlementaire, cette affaire. Une séance pour l'histoire du travail parlementaire, rien de moins. L'idée menée directement en commission, les débats qui d'habitude ont lieu dans l'hémicycle, une procédure permise par la réforme du Sénat entrée en vigueur à la rentrée. L'encombrement du calendrier de travail parlementaire est une véritable préoccupation. Donc c'est un dispositif qui permet, pour des textes raisonnablement techniques comme celui qui va être examiné aujourd'hui, d'éviter d'examiner par le menu détail des amendements en séance publique. La proposition de loi est consensuelle, l'abandon de la version papier du journal officiel. Pour l'occasion, la secrétaire d'État à la simplification est présente. Pas facile de trouver sa place immédiatement. Un membre du gouvernement en commission, c'est très rare au Sénat. Effectivement, j'ai été intéressée de participer à la première fois, la première utilisation de cette procédure. Et j'ai été parlementaire et je dois souligner que ça me paraît être un élément, je dirais, d'efficacité. Efficacité
simplicité, mais aussi transparence. Les travaux sont d'emblée publics, une mini-révolution. C'est intéressant parce que souvent on ne voit pas exactement ce qui se passe en commission, mais les amendements sont examinés en commission de manière très rapide, sans vraiment échanger des arguments. Là, ça a été exactement comme en séance. Donc finalement, on fait la séance plus rapidement dans un cercle finalement restreint. Cette procédure sera utilisée pour les lois les plus techniques dès la semaine prochaine en commission des lois. Et on ouvre le premier débat de ce Sénat 360 consacré à cette annonce du gouvernement qui souhaite effacer l'avantage fiscal dont bénéficie le diesel. Attendu par les défenseurs de l'environnement, cette mesure inquiète les constructeurs automobiles et les usagers de la route. On en parle avec nos 4 invités sur ce plateau. J'accueille Danielle Nochet, bonjour. Vous êtes directrice de la publication de la rédaction de Valeurs Vertes. C'est un magazine consacré au développement durable. Merci d'être avec nous. Face à vous, Karine Léger, bonjour. Vous êtes directrice adjointe du directeur, chef du service communication à Air Paris. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également, Thomas Porcher, bonjour. Vous êtes économiste, professeur à Paris et vous êtes auteur de ce livre 20 idées reçues sur l'énergie. On va en parler dans un instant. Et puis également avec nous, Francis Dusseux, bonjour. Vous êtes président de l'Union française des industries pétrolières. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment sortir du diesel alors que la France aujourd'hui dispose finalement du parc automobile le plus dieselisé au monde, plus de 64% de véhicules particuliers équipés de ces moteurs. Danielle Nochet, c'est un véritable défi pour le gouvernement avec finalement un changement aussi de virage et de braquet pour le gouvernement. Ce n'est pas le seul défi pour le gouvernement, mais c'est un des défis les plus importants. Et quand moi j'ai entendu cette annonce, je me suis posé la question si elle n'arrivait pas à un moment politique important. Donc je me suis dit qu'il y avait des élections régionales, que chez les Verts, il y avait quand même des tas de problèmes, et qu'en plus, nous avions la COP21. Alors, je pense que c'est quelque chose de difficile à mettre en route dans des délais aussi courts. Ouais. Peut-être une réaction, Francis Dusseux, comment avez-vous accueilli cette annonce un peu surprise du gouvernement, un revirement de situation finalement? Vous savez, la fiscalité essence-gazoil et ce différentiel énorme, on parle de 17 centimes, voire... on a toujours, nous, en tant qu'industriels du pétrole, prôné pour un rassemblement, un resserrement de cette fiscalité, parce qu'au niveau de nos usines, nos raffineries, ça pose des difficultés. Vous savez que, grosso modo, la consommation française, c'est 40 millions de tonnes par an. On en importe 20 millions de tonnes, parce que nous, raffineurs, on n'est pas capable de fabriquer cette quantité de gazoil. Et au contraire, nos raffineries avaient été designées pour fabriquer de l'essence. Et là, la consommation d'essence s'est écroulée ces 20 dernières années. Donc, on était obligé d'exporter cette essence aux États-Unis. Et là, les États-Unis, grâce au gaz de schiste, ont relancé complètement leur outil de raffinage et n'ont plus besoin d'importer de l'essence. Donc, vous avez vu 4 raffineries fermées, donc c'était un vrai problème. Donc, ça fait, nous, 20 ans au moins qu'on demande de rééquilibrer la fiscalité. Alors, il y a 2 solutions. Baisser l'essence ou augmenter le gazoil. On nous disait baisser l'essence, ben non, mon budget, je suis déficitaire, je peux pas. Et puis augmenter le gazoil, c'est une mesure très impopulaire, Madame le soulignait. Et puis dernier problème, on reviendra après, c'est qu'on pense véhicules légers, mais en fait il y a toute la problématique transport poids lourd, qui a un impact énorme sur l'économie. Et si vous augmentez une taxe sur le gazoil, vous pénalisez la compétitivité des industries françaises. C'est un problème très grave. Oui. Donc personnellement, je pense que tout ça demandera des études d'impact et puis bien évaluer les impacts sur l'économie française. Oui, justement. Alors Thomas Porcher, est-ce que le gouvernement a sous-estimé, sous-évalué les conséquences d'une telle annonce sur l'économie française? Bon, déjà, il faut regarder une chose, c'est qu'aujourd'hui, le diesel a été classé, enfin les gaz et s'échappant des moteurs diesel ont été classés comme cancérigènes par l'OMS en 2011. On nous a dit que les nouveaux diesels n'étaient plus polluants. Or, aujourd'hui, avec l'affaire Volkswagen, et je pense que c'est ça le déclencheur de toute la polémique qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que les nouveaux diesels ne sont pas aussi propre qu'on nous l'a dit. On l'a découvert avec Volkswagen, quand même le constructeur numéro 1 mondial, et c'est pas un constructeur d'un pays émergent, c'est de l'Allemagne. Donc on se demande pourquoi il a eu intérêt à faire des coups tordus de la sorte. Mais bon, quoi qu'il en soit, les nouveaux diesels ne sont pas aussi non polluants qu'on nous l'a dit. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Donc dans ce contexte-là, il n'y a aucune raison de donner un avantage fiscal à quelque chose qui est plus polluant et aussi qui, hors taxe, est souvent plus cher que l'essence. Donc il y a une véritable distorsion de la concurrence pour inciter à consommer du diesel. Donc là, voilà où est-ce qu'on en est. Donc il va falloir clairement à un moment
rétablir cette fiscalité. Alors, il faut savoir que quand on regarde sur la distance moyenne parcourue par des gens qui possèdent des voitures diesel, des automobiles diesel, et qu'on met ça en termes monétaires, ça représenterait 10 € de plus par mois. Donc c'est pas quelque chose d'insurmontable. 10 € de plus par mois si on rééquilibrait complètement le diesel sur l'essence. Si on le fait à mi-chemin, comme l'a préconisé Ségolène Royal, là, on est sur un coût qui est largement inférieur. Donc on n'est pas dans des sommes insurmontables et c'est une question de santé publique. Ouais, justement, en matière de santé publique, on imagine que chez Parif, cette décision est plutôt bien accueillie. En fait, ce que l'on voit par rapport à la pollution atmosphérique, et notamment quand on évalue l'évolution de la pollution dans Paris entre 2002 et 2012, en fonction à la fois des aménagements qui ont été faits par la mairie de Paris, du renouvellement du parc automobile et donc avec des normes Euro de plus en plus strictes, et une dieselisation du parc beaucoup plus importante, ce qu'on se rend compte, c'est pour les polluants atmosphériques, l'effet le plus important est lié au renouvellement du parc. Et on sait qu'il y a un décalage entre l'homologation des véhicules et ce qu'émettent vraiment les véhicules en conditions réelles de circulation. C'est des choses qui ont déjà été pointées du doigt par la DG Environnement à la Commission européenne. Donc pour les polluants atmosphériques, c'est ce renouvellement du parc qui a eu le plus d'effet sur la pollution atmosphérique. Pour le changement climatique et le CO2, c'est en revanche les aménagements dans Paris qui ont fait baisser les émissions de CO2. Et pour les deux, que ce soit les polluants du climat et les polluants atmosphériques, en fait, le fait d'avoir renouvelé par des véhicules diesel n'a pas fait progresser. C'est-à-dire qu'on a gagné moins que ce qu'on aurait pu sur les polluants atmosphériques, les oxydes d'azote et les particules, parce qu'on a renouvelé avec du diesel. Et puis pour le CO2, il faut voir que les véhicules diesel avaient été bénéficiés d'un bonus-malus, notamment par rapport au CO2. Et bien en fait, le gain, il est que de 2%, parce qu'on a des véhicules qui sont plus lourds, avec des équipements de sécurité, etc. Et donc ça n'est pas non plus un gain probant par rapport au CO2. Oui, effectivement, puisque même si on aligne la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, il y aura toujours des moteurs à essence également émetteurs de CO2, Daniel Nocher. Alors, la fiscalité écologique, ça fait des années que les gens qui sont intéressés et concernés par l'avenir étudient la fiscalité écologique. Nous avions organisé il y a 15 ans un premier colloque sur ce sujet avec une association qui est sérieuse et qui avait poussé des choses assez loin, c'était France Nature Environnement. Mais il s'agit aussi de regarder ce qui est possible d'être fait et ne pas forcément toujours imposer. Parce que si vous voulez, les gens qui ont quand même des moyens financiers peuvent s'acheter des Tesla à 100 000 €. Les autres ne peuvent pas. Et il ne faut pas rendre l'écologie antipathique. C'est un des problèmes essentiels. Alors pour la fiscalité sur le diesel, il y a une chose que je remarque qui me paraît étonnante et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait un peu travailler. Quand vous savez que vous êtes une entreprise, les entreprises ont du mal, je le sais. Quand vous êtes une entreprise, la TVA sur le diesel, c'est 20% que vous pouvez enlever de votre TVA. Donc ça, effectivement, ça fausse un peu tout le jeu. Mais ce sont des décisions qui se préparent mûrement à l'avance avec tous les acteurs économiques. Oui. Francis Dusseux, peut-être sur cette question de la TVA. Oui, je voudrais quand même rappeler 2-3 chiffres. La taxation des carburants est énorme. Vous savez, si vous regardez aujourd'hui le prix de base, c'est-à-dire le prix du pétrole, la matière première, plus le raffinage, plus le transport, plus la distribution, c'est 45 centimes le litre. Donc s'il y avait zéro taxe, on payerait 45 centimes le litre. En fait, le prix à la pompe, il est plutôt de 1,10. Donc vous voyez que vous avez une taxe qui est de 65 centimes, ça veut dire 150% du prix de base. Si vous faites l'essence, c'est encore pire. Vous repartez du même prix à 45 centimes, et là, le prix de vente, il est plutôt 1,20, et là, vous avez donc 80 centimes de taxe. C'est quasiment 200%. Donc, moi, je sais que c'est pas facile, parce que le ministre du Budget doit équilibrer son budget, et il faut qu'il trouve des ressources, c'est pas facile. Mais ceci dit, il y a des tas d'initiatives qui ont été prises récemment pour augmenter la taxe sur le gazole, indépendamment de l'affaire Volkswagen. Vous en avez deux, premièrement. C'est la taxe carbone, où là, il est déjà décidé qu'au 1er janvier 2016, il y aurait plus de centimes. On a déjà eu plus 5 centimes au 1er janvier 2015. Ouais. Et là, vous avez vu que la loi de transition énergétique, elle a établi une trajectoire carbone de 100 € la tonne. Ça veut dire quoi sur le prix de l'essence? 100 € la tonne, c'est 32 centimes par litre sur le gazole. Alors vous voyez, entre maintenant et cette trajectoire, 30 centimes, c'est vrai. Alors,
Dernier phénomène, on parle de CSPE, c'est la taxe sur la consommation d'électricité. Ça devient lourd, les éoliennes et les panneaux solaires, parce que c'est pas encore rentable. Les prix diminuent. Je dis pas qu'il faut pas les développer, hein. Faut stopper l'arrogance ancienne des pétroliers. Il faut diversifier l'énergie, consommer moins et mieux. Mais quand même, ça coûte une fortune. C'est 6 milliards par an. Et là, comme ça coince sur la facture électrique, l'extension de la CSPE qui est en discussion, ça voudrait dire taxer davantage les carburants, et le fioul domestique et le gaz. Ben, ça n'a rien à voir, parce que si on taxe, pourquoi pas une taxe sur la baguette pour financer les éoliennes? Il faut absolument... C'est vrai que le gouvernement avait déjà commencé ce rattrapage fiscal à raison de 2 centimes par litre de diesel, notamment pour compenser l'abandon de l'écotaxe poids lourd. Oui. Alors, je voudrais dire d'abord une chose, je voudrais rebondir et après je répondrai à votre question. La première chose, c'est qu'il ne faut jamais opposer les conducteurs ou les transporteurs, les piétons. En fait, les premières victimes de la pollution au diesel et de l'entourloupe de Volkswagen, ce sont quand même les transporteurs, ce sont les conducteurs, ceux qui sont dans leur auto toute la journée, et c'est eux qui prennent en premier lieu toutes les particules fines, et même les études montrent qu'un enfant qui est dans une voiture a plus de particules fines qu'un landau qui serait au bord d'un trottoir, d'un feu rouge. Donc c'est eux les premières victimes. Donc les gens qui pensent qu'en étant avec le diesel, ils sont avec les automobilistes, en fait se trompent, et les premières victimes sont les automobilistes. Ça c'est la première chose. La deuxième, sur la fiscalité. Toutes les études scientifiques montrent, il y en a qui ont été menées par monsieur Depertuis, que je connais très bien, montre que quand vous augmentez la fiscalité, vous avez une baisse de la consommation. Sur le court terme, non, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Un petit peu, on peut mieux conduire, mais sur le long terme, vous allez vous diriger vers des voitures qui consomment moins. Et même la fiscalité verte a un impact sur les constructeurs qui privilégient les petits modèles que les gens vont plus acheter. Donc on joue et sur la demande et sur l'offre. Donc le sens de l'histoire veut qu'il y ait une augmentation des prix du carburant. Aujourd'hui, cette augmentation des prix du carburant est moins douloureuse pour le conducteur parce qu'on a un prix du pétrole extrêmement faible. Et donc si on rajoutait quelques centimes en plus aujourd'hui sur la fiscalité des carburants, eh ben on serait à un prix du carburant qui est largement en dessous des moyennes qu'on a eues les années précédentes avec un prix du pétrole qui dépassait les $100. Karine Léger, c'est vrai qu'on l'a dit, c'est une décision peut-être politique à quelques semaines de la COP21, mais aussi en plein scandale Volkswagen. C'est aussi peut-être le dernier coup de grâce du gouvernement au diesel. Je pense que ce que vous disiez est très juste. Il faut consommer moins et consommer mieux. Et au-delà du débat essence ou diesel ou électrique, ça reste des modes de locomotion qui nécessitent de l'énergie. La réflexion, elle est aussi sur la mobilité, en règle générale. Comment favoriser d'autres types de mobilité. Et il n'y a pas de solution miracle. C'est pas ou le diesel, ou l'essence, ou l'électrique, mais vraisemblablement aussi repenser par rapport au GPL et penser d'autres modes de mobilité et un assortiment de tout ça. Justement, c'est vrai que le Sénat qui s'était penché sur cette question avec cette commission d'enquête sur le coût de la pollution de l'air préconisait déjà cet alignement des deux fiscalités. Mais est-ce que les constructeurs automobiles ont déjà pensé à des motorisations alternatives, Daniel Nochet? Eh bien, les constructeurs automobiles travaillent tous, et en particulier des gens comme Renault, ont fait des investissements énormes pour faire face aux mobilités du futur. Hein. Et vous avez tous les chercheurs de France et de Navarre qui cherchent, parce qu'il y a aussi parfois des ruptures technologiques qui rendent possible ce qui ne l'est pas encore. Et vous avez par exemple à l'école polytechnique un laboratoire de recherche et de développement fondamental qui est en train de travailler de façon très sérieuse sur les stockages de l'énergie. Mais toute énergie a aussi ses difficultés. Si vous voulez, il faut passer du stade de la recherche au stade pilote et puis au stade grand public. Mais je pense que tous les constructeurs ont bien compris qu'il fallait s'orienter vers d'autres pistes. Mais pour l'instant, les fossiles ne sont pas prêts de disparaître de nos rues. Mais alors, une dernière remarque. Oui. Moi, je remarque, et ça me met toujours en rogne, quand je vois les bus à Paris qui sont très polluants, et quand je vois aussi des bus de touristes qui, quand il fait froid, tournent pour chauffer, et quand il fait chaud, tournent pour rafraîchir. Des fois, ces petits gestes-là, ils ont l'air ridicules, mais ils pourraient aider à la qualité de l'air. Oui, tout à fait. En fait, l'environnement est un écosystème, et en fait, rien ne se perd et tout se transforme. Et donc, je pense qu'il faut aussi être vigilant par rapport aux nouvelles technologies. C'est-à-dire que, je vous donne l'exemple du diesel.
On s'est aperçu que le diesel rejetait des particules. Ces particules sont cancérigènes. On a mis en place des filtres à particules catalysés. Ces filtres à particules catalysés posent toujours des problèmes de particules. Elles sont beaucoup plus petites ou elles se forment après le pot d'échappement. Et en plus, elles rejettent du dioxyde d'azote pour lequel on a des niveaux qui sont 2 fois supérieurs à ce que préconise la réglementation. Donc certes, la technologie permet de progresser. Ça a permis, le renouvellement du parc automobile a permis d'améliorer la qualité de l'air. Mais il faut quand même être conscient que de toute façon, la pollution, elle ne va pas disparaître et que vraisemblablement, on risque de créer d'autres problèmes ou en tout cas d'autres questions. Oui, Francis Dusseux, est-ce qu'à l'UFIP on anticipe, on a déjà réfléchi aussi à cette période, peut-être d'ici 2020, il y aurait moins de consommation de diesel? Bien sûr, consommer moins, consommer mieux, l'efficacité énergétique de toutes les usines françaises, très important. Et nous, nos hypothèses, on a travaillé dans le cadre de la loi de transition énergétique, on a travaillé avec le gouvernement et avec le MEDEF, l'ensemble des industries et des autres producteurs d'énergie. Nos scénarios, c'est que la consommation de carburant en France va baisser d'entre 20 et 30% sur les 20 ans qui viennent. Donc on peut être assez optimiste de ce côté-là. Pourquoi? Je crois que c'est M. Pourchet qui l'a dit. C'est que les véhicules diesel, compte tenu de la nouvelle législation, il faut y mettre des filtres à particules qui coûtent assez cher, 3 000, 3 500 euros. Sur le véhicule d'entrée de gamme, c'est pas la peine, les gens ne vont pas mettre une somme pareille. Donc depuis le début de l'année, c'est nouveau, les constructeurs automobiles ne vendent plus que des moteurs à essence qui consomment 3-4 litres. Et là, l'objectif des constructeurs, c'est de tomber à 2 litres, 2,5 litres au 100. Donc il va y avoir une certaine vertu. C'est pour ça on va dans le bon sens, mais il ne faut pas prendre des décisions trop rapidement qui pénaliseraient trop le pouvoir d'achat des Français. Ouais. Mais on va s'améliorer. Thomas Porcher, on se souvient aussi de cette phrase d'Arnaud Montebourg, attaquer le diesel, c'est aussi attaquer le Made in France. Oui, je sais pas. Enfin, moi, je pense que si on regarde les constructeurs, soyons honnêtes, ils ont profité pendant très longtemps de cet avantage comparatif qui était le diesel. J'ai pas envie de casser l'ambiance, mais il y a beaucoup de politiques qui ont regardé ailleurs, alors qu'il y avait des débats dans le monde entier, notamment au Japon. On savait que le diesel était nocif. Il y avait des premières études du CIRC qui montraient que c'est nocif dans les années 90, début 2000. Et nous, on faisait comme si on voyait rien, alors qu'à cette époque, redresser la fiscalité aurait été extrêmement simple parce que les achats de voitures diesel étaient en dessous de 50%. On est passé à 50% en 2000. On a laissé augmenter année après année. On a laissé se dieseliser le parc, alors qu'il était très simple de faire marche arrière. Et là, on l'a fait, je pense, plutôt pour les constructeurs que pour les citoyens. Donc aujourd'hui, l'avenir, moi je serais très inquiet si nos constructeurs voyaient l'avenir dans le diesel, parce que c'est pas là qu'est l'avenir. Toutes les parts de marché ont été prises en France et en Europe, elles sont bien occupées. Et je pense que l'avenir, c'est ailleurs. Donc espérons qu'ils voient ailleurs. Oui, Daniel Nochet, pardon, on sait que Manuel Valls a déclaré que c'était une erreur d'avoir privilégié aussi longtemps le diesel. Il va falloir progressivement revenir dessus, a dit le Premier ministre, avec intelligence et pragmatisme. Il a bien raison, mais je pense aussi que c'est une déclaration politique. Mais je crois qu'il ne faut pas fâcher les gens avec l'écologie. Toutes les choses que nous avons expliquées là, je les fais d'une façon simpliste parce que c'est très complexe. Et depuis 22 ans, 23 ans que je dirige ce journal, je m'aperçois que des fois on croit que quelque chose est très bien et on s'aperçoit qu'il y a des effets collatéraux, dirions-nous. Donc je pense qu'il faut que tout le monde se mette autour d'une table, comme d'habitude, avec le sens du dialogue, et qu'il y ait aussi, et ça c'est très important, qu'il y ait aussi des associations sérieuses. Je vous jure que France Nature Environnement, ils ont vraiment travaillé sur le sujet, et que ce ne sont pas des excités. Et je pense qu'ils peuvent faire progresser le débat avec des gens comme vous. Ouais. Karine Léger, vous souhaitez intervenir? Oui, en fait, pour revenir sur les débats qui n'est pas essence contre diesel, il faut voir aussi qu'avec les normes Euro 6, qui sont encore plus drastiques par rapport aux émissions de polluants, certains véhicules essence, notamment avec des moteurs à injection, vont émettre des particules. Donc le débat n'est pas si simple d'un point de vue pollution atmosphérique. Oui, Francis Dusseux? Non, ce que je veux dire, c'est complexe, comme Madame l'a signalé. Ma crainte, c'est que pour l'instant, on est dans une période où le prix du pétrole est très bas. Mais comme vous le savez tous, pour des tas de bonnes raisons, le pétrole va remonter. Et c'est peut-être souhaitable d'ailleurs pour diversifier les sources d'énergie. Mais moi, je me pose la question quand même. Si on accumule maintenant des taxes, comme c'est prévu, trajectoire carbone, CSPE, plus Volkswagen, un jour, vous allez retrouver une augmentation, parce que les prix ont baissé d'environ 30 centimes là, en un an. Vous allez les retrouver, les 30 centimes, assez rapidement, 18 mois, 2 ans. Donc 30 centimes plus 30 centimes, ça va devenir intolérable pour les usagers français. Et n'oubliez pas que le parc automobile, ça va peut-être il vit 10 à 12 ans. Comportement aussi, c'est oui, l'objectif. Mais des gens qui ont acheté du diesel et qui vont au travail en province ou dans les zones rurales, ils n'ont pas d'alternative transport en commun.
Ils ont une voiture diesel qui est là, et la vie moyenne d'un véhicule diesel, c'est 10 à 12 ans. Et bien, pendant 10 à 12 ans, il faudra aménager cette transition. Donc tout ça, à mon avis, il faut le faire lentement. Oui, Karine Léger, et ensuite D'autant plus que pour les gens qui ont acheté du diesel, on leur a dit en plus, vous aurez un bonus si vous achetez du diesel parce que c'est peu polluant par rapport au gaz à effet de serre. Donc les gens ont aussi acheté du diesel en se disant ça pollue moins que l'essence. Oui, Thomas Porcher, c'est vrai qu'on a aidé les gens pendant longtemps à acheter du diesel. Maintenant, les taxes, c'est un peu paradoxal tout ça. Oui, c'est très paradoxal. Oui, c'est très paradoxal. Moi, je pense que la fiscalité des carburants aujourd'hui, elle est injuste parce qu'effectivement, elle pèse aussi lourd pour quelqu'un qui vit à Paris et qui a des transports en commun et où le taux d'utilisation de sa voiture est de seulement 14%, et quelqu'un qui vit en province, qui n'a pas de transport et qui a besoin d'utiliser sa voiture à un taux d'utilisation de 85%. Donc il faudrait aujourd'hui une fiscalité un peu plus intelligente, pas forcément basée uniquement que sur les prix du carburant, avec peut-être des assiettes complémentaires qui tiennent compte justement de cette disparité d'accès au transport par région. Parce qu'on ne peut pas taxer le prix de l'essence qui soit le même pour quelqu'un qui vit au centre de Paris et quelqu'un qui vit en province, ce n'est pas juste. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été les invités de ce débat. Tout de suite, place à la séance. Je vous propose de voir les échanges musclés de cet après-midi autour de la question du regroupement familial et on se retrouve tout de suite après. La commission des lois a en fait repoussé de 18 à 24 mois le droit à un regroupement familial, alors qu'il a déjà été dit plusieurs fois qu'une condition pour être intégrée, c'est de pouvoir vivre en famille. Le fait de pouvoir avoir une vie en famille est aussi une condition de l'intégration de l'ensemble de la famille. Donc c'est la raison de cet amendement pour rétablir le texte initial. Je vous remercie. Monsieur le Président, on s'est déjà expliqué sur l'immigration familiale hier. Je voudrais simplement rappeler que cette possibilité de passer de 18 à 24 mois est prévue par la directive européenne, qui laisse évidemment chaque État libre de déterminer la durée de séjour nécessaire pour être éligible au regroupement familial, dans la limite effectivement de 24 mois maximum, que cet allongement de durée ne fait pas obstacle à l'exercice au droit des étrangers à mener cette vie familiale normale. C'est la raison pour laquelle la Commission émet un avis défavorable. Il y a certes une directive européenne qui permet d'aller jusqu'à 24 mois, mais je voudrais vous rappeler qu'en 2006, de façon consensuelle, la représentation nationale s'est prononcée pour une période de 18 mois. Je ne vois pas, et nous ne voyons pas aujourd'hui, ce qui justifie de revenir en arrière, sachant qu'il est de principe constante que si la règle européenne s'applique, c'est un minima et rien n'empêche la représentation nationale d'être dans des dispositions plus favorables par rapport aux demandeurs. Donc, avis favorable. Je suis un peu étonné des explications de notre rapporteur, parce que finalement, il dit, puisque la directive permet d'aller jusqu'à 24 mois, on fait 24 mois. Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout de ses convictions, qu'il nous le dise ce qu'il pense sur le sujet. Est-ce que oui ou non, le regroupement familial fait partie non seulement des droits, mais aussi des moyens pour permettre à une famille, à un étranger, finalement, de s'intégrer en France le plus vite possible? Parce que s'il repousse le délai auquel il y a un droit au regroupement familial, c'est qu'il pense que ce n'est pas utile pour l'intégration. Sinon, finalement, il faudrait plutôt débattre de savoir s'il faut avancer. Alors, je suis un peu étonné. On a l'impression qu'on utilise au maximum la directive parce que, dans le fond, vous ne voulez pas du regroupement familial. Et refuser le regroupement familial, c'est refuser l'intégration. Mon cher collègue, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas, je vous le demande, par respect pour chacun de nos collègues, dire qu'il y a ici des sénateurs qui seraient contre le principe du regroupement familial. Je pense que c'était un emportement. En réalité, nous sommes favorables à des restrictions qui s'appliquent notamment à la durée de séjour de la personne qui veut faire rentrer des membres de sa famille. Nous avons d'ailleurs proposé d'aller jusqu'à 2 ans parce que c'est ce que prévoit, c'est une possibilité que prévoient nos directives européennes. Nous ne nous écartons pas d'un droit européen que nous voulons simplement respecter, mais nous faisons en sorte que les règles du regroupement familial soient adaptées pour éviter l'abus de droit, car dans tout droit, il y a le droit et l'abus de droit. Nous voulons éviter simplement l'abus de droit. Ne nous mettez pas en cause en disant que nous sommes contre le regroupement familial, ce n'est pas le cas. J'ai un peu de mal à comprendre de quoi s'agit-il. Il s'agit du délai à partir duquel on peut déposer une demande. Le problème, c'est de savoir si le demandeur, si la demande est recevable sur le fond.
Pourquoi? C'est tout. Alors, pourquoi reporter, alors que c'est la situation actuelle, à 24 mois? Ça n'a rigoureusement aucun sens. Et ça laisse soupçonner des choses qui sont fausses, bien évidemment. Mais enfin, je crois que pour la sérénité des débats, il vaudrait mieux qu'on ait un avis favorable sur cette proposition. Il est 16h, merci si vous nous rejoignez en direct pour Sénat 360, nouveau rendez-vous d'information parlementaire de Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Le renseignement intérieur français est-il suffisamment bien organisé pour faire face à la menace terroriste? Un sénateur propose de regrouper des services, de 4 il passerait à 2 pour plus d'efficacité. Il préconise aussi de renforcer les moyens et les effectifs du renseignement territorial. Débat avec nos invités dans un instant. L'alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence était une des propositions de la commission d'enquête sénatoriale sur le coût de la pollution de l'air. L'idée reprise par le gouvernement, ce rattrapage pourrait intervenir d'ici à 2020. Suite de l'examen en séance du projet de loi sur le droit des étrangers, la droite sénatoriale veut se servir de ce texte pour s'attaquer à l'immigration clandestine. Elle durcit les conditions d'accès au regroupement familial, mais elle a également modifié l'aide médicale d'État pour les patients étrangers malades. Et pour nous accompagner tout au long de cet après-midi, nos journalistes en duplex, Tam Tranui dans l'hémicycle, Faustine Saint-Geniès en direct de la place de la Bastille à l'occasion de la mobilisation autour de la réforme du Code du travail. Nous allons également retrouver Saveria Rojek dans un instant, c'est le multiplex. Mais avant de débuter ce multiplex, nous allons tout de suite écouter cette déclaration choc de François Hollande, le président de la République, qui annonce un nouveau texte pour durcir les propos racistes. La République n'a pas de race. On écoute le chef de l'État. En France, il y a une ressource qui nous permet d'avoir cette confiance. Elle s'appelle la République. La République ne connaît pas de race ni de couleur de peau. Elle ne reconnaît pas de communauté. Elle ne connaît que des citoyens libres et égaux en droit. Et ce principe n'est pas négociable et ne le sera jamais. J'ai demandé donc à la garde des Sceaux, Christiane Taubira, de préparer d'ici la fin de l'année un texte qui réformera le code pénal pour faire de toute inspiration raciste ou antisémite une circonstance aggravante pour une infraction, quelle qu'elle soit et quel qu'en soit l'auteur. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat pour une première réaction à ces propos du chef de l'État. Vous êtes avec le sénateur Philippe Dallier. Saveria, c'est voilà, à vous. Tout à fait, Delphine. Je suis donc avec Philippe Dallier, sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis. François Hollande qui annonce donc cette loi qui ferait du racisme ou de l'antisémitisme une circonstance aggravante en cas d'infraction. Est-ce que vous soutiendrez un tel texte ? Bon, j'attendrai tout d'abord de voir son contenu exact. La vraie question est, est-ce que nous manquons de dispositions législatives qui permettent effectivement de réprimer les actes ou les propos racistes, antisémites ? Pas vraiment le sentiment. C'est pas nécessaire aujourd'hui, c'est ça ? On verra ce que propose la ministre Christiane Taubira. Vous savez, je crois plutôt qu'il y a un gros travail d'éducation à faire, et notamment auprès des jeunes. Parce que je suis très inquiet. Vous savez, je suis élu d'un département très compliqué, la Seine-Saint-Denis, où on rencontre effectivement toutes les communautés, toutes les religions. Voilà. Mais la cohabitation est parfois difficile et l'incompréhension des uns vis-à-vis des autres est un vrai souci. Donc je pense qu'il y a un gros travail d'éducation à faire vis-à-vis des jeunes. Bon, maintenant, si cette loi peut améliorer les choses, nous verrons, mais je ne suis pas tout à fait persuadé que l'urgence soit là. Les propos du chef de l'État sont clairement une réponse à ce qu'on appelle maintenant l'affaire Nadine Morano. Est-ce que ça, vous le comprenez comme ça également, cette réaction du chef de l'État ? Écoutez, je ne veux pas croire que le président de la République fasse une annonce pareille sur un sujet pareil en réponse aux propos malheureux de Nadine Morano. Voilà, je pense que c'est un sujet suffisamment grave, suffisamment important pour le pays. Je ne peux pas penser que le président de la République joue un peu comme cela au ping-pong politique, même si le sujet est important. Mais bon, non, je ne peux pas croire cela. François Hollande qui déclare « La République n'a pas de race ». Ce sont des propos nécessaires aujourd'hui ? Écoutez, ce sont des propos qui sont toujours nécessaires. J'ai vu également qu'il avait fait référence à une période particulièrement noire de l'histoire de France, les années 30, la montée de l'antisémitisme, avec les conséquences qui s'en sont suivies à partir de 1940. Bien évidemment qu'on est tous conscients de cela dans la classe politique.
presque tous conscients de cela. Maintenant, je pense qu'effectivement, la priorité, c'est l'éducation, c'est de faire comprendre aux jeunes qu'on ne peut pas faire de distinction en fonction des origines, de la religion. Voilà, c'est ça le plus important. Et c'est vraiment là qu'il y a l'urgence. Pour le reste, il y a déjà beaucoup de textes qui existent. Alors, on va nous en présenter un de plus. Est-ce que vous pensez que ça réglera définitivement le problème? Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Dieudonné, qui passe son temps, effectivement, à jouer au mauvais sens du terme avec la loi, vous pensez que ça l'empêchera de tenir les propos qu'il tient? Je ne le crois pas. Voilà. Donc, à mon avis, l'urgence est ailleurs. Voilà, donc priorité à l'éducation. Merci beaucoup, Philippe Dallier. Et voilà, Delphine, pour cette première réaction. Merci beaucoup, Saveria. On va tout de suite retrouver Faustine Saint-Geniès. Faustine, vous êtes toujours dans le cortège parisien. On l'a dit, manifestation aujourd'hui contre la réforme du Code du travail. Est-ce que les syndicats ont réussi à mobiliser sur ce thème ? Alors le cortège est assez clairsemé, là on est vraiment en queue de cortège, il est passé plutôt rapidement. Parmi les slogans qu'on a pu entendre, touche pas à mon salaire, sale temps pour le climat social, car oui c'était une manifestation dans le cadre d'un climat social très tendu. Et puis le principal slogan, le principal refrain de cette manifestation, c'était bien sûr tomber la chemise, une référence évidente à la situation à Air France. Les salariés d'Air France faisaient d'ailleurs partie d'un cortège spécifique. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la CGT à Air France, Mehdi Kemoun, à notre micro il y a quelques instants. Depuis la manifestation, c'est statu quo. Nous n'avons pas été reçus par la direction ni par le gouvernement comme nous le demandons depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, afin qu'on puisse parler aussi bien de l'investissement, de la stratégie d'Air France, du développement industriel de cette compagnie, de l'emploi, parce qu'il n'est pas question qu'on laisse mourir cette compagnie par une politique d'attrition qui est mise en œuvre aussi bien par le gouvernement que par la direction. Donc aujourd'hui on nous parle d'une chemise, nous on voudrait bien qu'on parle aussi des salariés qui eux vont perdre leurs pantalons et l'ont déjà perdu depuis un certain nombre de temps. Alors des salariés d'Air France, mais aussi des éboueurs parisiens en grève actuellement, des salariés du privé, des salariés du public. Tous dénoncent un gouvernement qui est plus préoccupé par les intérêts des patrons que ceux des salariés et puis évidemment des figures politiques. On a reçu Pierre Laurent tout à l'heure, il y avait aussi Éric Coquerel, chef de file du parti de gauche au régional en Ile-de-France. Je vous propose de l'écouter à notre micro. Ça donne surtout l'idée qu'il y a un ras-le-bol, un vrai ras-le-bol social. On demande aux salariés depuis des années dans ce pays de faire des sacrifices et le chômage ne cesse d'augmenter. Et vous regardez d'autres courbes qui ne cessent d'augmenter, c'est celle des profits et des dividendes. Donc voilà, on a aujourd'hui une cocotte minute qui peut exploser. Air France l'a montré et je crois que le gouvernement serait bien inspiré, mais je n'y crois pas trop, à changer sa politique tant qu'il est encore temps. Alors, pas de chiffres concernant la participation à cette manifestation pour l'instant. Les organisateurs se félicitent de son succès, mais le cortège était très clairsemé, malgré une tête de cortège bien remplie, bien dense, avec beaucoup de bruit, beaucoup de slogans, comme on le disait. Car tout l'enjeu est là, Delphine, vous le disiez, la participation pour les syndicats qui ont appelé à la mobilisation, la CGT bien sûr, mais aussi FSU et Solidaires. Une manifestation sans FO et sans la CFDT. Il y avait aussi quelques organisations étudiantes. Et pour cause, la dernière manifestation de la CGT, le 23 septembre dernier, n'avait recueilli qu'un petit millier de participants. Merci beaucoup Faustine Saint-Geniès d'avoir été en direct avec nous dans Sénat 360 et on va faire un tour bien par l'hémicycle du Sénat où nous attend toujours Tam Tranui. Tam, les sénateurs continuent d'examiner ce texte sur le droit des étrangers. Où en est-on dans la discussion, Tam ? Mais une fois n'est pas coutume, cet après-midi, il y a eu aussi un moment où il y a eu un accord entre le gouvernement et la droite sur la question du contrôle des étrangers sur le territoire français. Alors, ce texte prévoit dans l'un de ses articles la possibilité de retirer sa carte de séjour à un étranger si les déclarations de ces étrangers sont contraires à sa situation. Ce texte prévoit également comment contrôler cette situation avec une mesure qui a fait débat tout à l'heure, puisque le préfet aura la possibilité de demander à toutes les autorités nécessaires des documents sur la situation des étrangers pour pouvoir contrôler leur situation. Alors toutes les autorités nécessaires, ça peut être les hôpitaux, les tribunaux, les écoles, la sécurité sociale et j'en passe. La mesure est donc voulue par la droite et par le gouvernement, par une partie du groupe socialiste. En revanche, communistes comme écologistes estiment que c'est une véritable atteinte à la liberté individuelle. Ils ont d'ailleurs tout à l'heure cité le défenseur des droits pour qui c'est l'une des mesures les plus contestables de ce texte et pour qui c'est une véritable intrusion dans la vie des gens.
Merci beaucoup Tam. C'est peut-être la fin du diesel bon marché comme le préconisait le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur le coût de la pollution de l'air. Le gouvernement envisage un rapprochement entre les fiscalités de l'essence et du diesel en plein scandale Volkswagen et à quelques semaines de la COP 21. Il est temps, selon les sénateurs, de mettre fin à l'anomalie de la France sur le diesel. Quentin Calmé. Cet alignement de la fiscalité entre diesel et essence, cela fait 3 mois que les sénateurs de la commission d'enquête sur la pollution de l'air le réclament. Juillet 2015, après plus de 80 auditions, tous les groupes s'étaient accordés sur les conclusions de ce rapport. Mais Ségolène Royal répond en juillet, pas d'écologie punitive. Aligner la fiscalité du diesel sur celle de l'essence d'ici 2020, ça vous l'excluez ? Oui, pour l'instant, parce que je pense qu'il y a une saturation de taxes et que l'écologie ne doit pas être traduite uniquement par des taxes, sinon les gens n'ont pas envie d'agir. Mais hier, face au scandale Volkswagen, la ministre change d'avis. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a une incohérence entre les avantages donnés au diesel et les inconvénients en termes de pollution. Ouf, de soulagement au Sénat, à 2 mois de la COP 21. Il n'en fallait pas plus pour que les sénateurs enfoncent le clou. Il faut la soutenir, il faut l'inciter à aller plus loin. Et encore une fois, on lui fera une demande officielle d'être reçu avec l'ensemble de la commission d'enquête pour lui manifester notre soutien sur ces questions et qu'elle le porte de manière ferme et forte au sein du gouvernement. On a perdu 3 mois. Il y a un changement de pied qui, me semble-t-il, est plus lié à la conjoncture d'un scandale, je dirais, qui est grave. Mais il vaut mieux tard que jamais. Donc maintenant, me semble-t-il, en tous les cas, la voie est ouverte. Reste donc à passer aux actes. Refusant de légiférer à la va-vite, le gouvernement pourrait attendre décembre et le projet de loi de finances rectificatif. Alors que la loi sur le renseignement vient d'être attaquée devant la Cour européenne des droits de l'homme, le Sénat s'intéresse à travers un rapport aux moyens consacrés au renseignement intérieur et à son organisation depuis la création de la DCRI et la fin des RG. Louis Sibyl. Le renseignement intérieur a les lignes quelque peu brouillées. En tout, 4 structures le composent. En vrac, DGSI, SCRT, DRPP, SDAO, des acronymes barbares derrière lesquels se cachent des services du ministère de l'Intérieur, de la police ou encore de la gendarmerie. Un gâchis de moyens selon un rapport de la Commission des finances du Sénat. Il est évident qu'il faut regrouper le mieux possible les renseignements territoriaux, la gendarmerie et la préfecture de police. C'est dommage de perdre du temps et des effectifs et des moyens à assurer des liaisons alors qu'il vaudrait mieux assurer des missions. La France est le seul pays européen à avoir autant de services pour son renseignement. En 60 ans, il a très peu changé. Il faut attendre 2008 pour une première fusion entre la direction de la surveillance du territoire et les renseignements généraux. Une fusion controversée. La fusion a été faite selon des critères bureaucratiques. On va mettre X à tel endroit, Y, on va faire telle structuration, avant de poser la question essentielle, à quoi nous, le renseignement intérieur, allons-nous servir au long des années qui viennent? Le renseignement intérieur, c'est en tout quelques 6000 agents. C'est 2 fois plus qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne. Les effectifs ont augmenté ces derniers temps, notamment depuis les attentats de janvier. Selon le rapport du Sénat, les moyens sont désormais globalement satisfaisants, mais il préconise de recourir davantage aux agents contractuels pour des missions bien spécifiques. Deuxième débat dans Sénat 360. Il est consacré à l'organisation de nos services de renseignement intérieur avec nos invités sur ce plateau. Yves Pozzo di Borgo, bonsoir. Vous êtes sénateur UDI UC de Paris. Merci d'être avec nous. J'accueille également François-Bernard Huyghe. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Vous êtes spécialisé sur ces questions de renseignement. À côté de vous, Willy Devin. Vous êtes journaliste à Libération et vous avez bien assisté également à ce petit déjeuner de presse organisé par le sénateur Philippe Dominati. Vous allez nous dire dans un instant ce que vous pensez de ces préconisations. Yves Pozzo di Borgo, est-ce qu'aujourd'hui on peut être inquiet de la forme que prend l'organisation de nos services de renseignement intérieur? Non, je crois que le rapport de Philippe Dominati dit les choses clairement. On s'interroge toujours sur le rôle du Sénat, mais vous voyez, c'est quelque chose de très fort. La Commission des finances a fait ce rapport. Elle a analysé, elle a travaillé, elle a vu du monde, elle est allée sur le terrain. Et je crois que les préconisations de cette
de ce rapport, enfin, qui est un rapport annuel classique de la Commission des finances, c'est quelque chose qui, d'après moi, est positif, plus que positif et nécessaire. Et j'espère que l'exécutif l'adoptera et qui sera suivi des faits. Ce qui n'est pas facile, parce que c'est vrai que lorsqu'on préconise des réformes en profondeur qui touchent les structures, qui touchent le monde des fonctionnaires, il y a toujours des pesanteurs et c'est pas facile. Oui, mais ce rapport pointe aussi du doigt peut-être une bureaucratisation du renseignement. Ça, c'est pas une source d'inquiétude, alors que, je le disais, la menace terroriste en France n'a jamais été aussi élevée. Alors, c'est vrai que c'est un peu le revers de la médaille. On a quand même une administration qui est très positive et active et forte, mais en même temps, elle a une pesanteur. Et on le voit très bien d'ailleurs. D'ailleurs, là où on voit vraiment qu'il y a une pesanteur sur cette administration, c'est le fait que les crédits de personnel sont très élevés, mais que par contre les crédits de fonctionnement le sont beaucoup moins. Or, il est nécessaire que les agents puissent avoir des moyens pour fonctionner, des systèmes Internet pour fonctionner, enfin, toute une série de choses. Et là, on voit très bien que dans ce différentiel, eh bien, là, on voit la pesanteur de l'administration. Ouais. François-Bernard Huyghe, c'est vrai que le Sénat donc, propose de regrouper différents services. La France a énormément de réseaux, énormément de services. Est-ce que ça en affaiblit son efficacité ? Oui, alors il est évident que plus il y a de bureaux, plus il y a de bureaucratie, moins ça marche. Cela dit, ne nous plaignons pas trop en France, parce qu'aux États-Unis, ils ont 16 agences de la communauté du renseignement qui coûtent 100 milliards de dollars par an avec les brillants résultats que l'on sait. Donc il y a probablement pire que nous sur Terre. Oui, bien sûr, il faut regrouper, il faut tenir compte de sensibilités culturelles. Évident que des gendarmes ont un certain esprit de corps, etc. Il faut peut-être ouvrir davantage encore, parce qu'avec, si on veut s'occuper des djihadistes, qui, me semble-t-il, circulent un petit peu, ils vont souvent en Syrie, il y aura le problème de ce qu'on appelle les foreign fighters, ceux qui vont combattre dehors, et là, il faudra travailler aussi avec le renseignement militaire. Donc, oui, plus on simplifie, mieux c'est. Plus on donne de moyens au fonctionnement sur le terrain et moins on en consacre à la réunion, à la bureaucratie, à la coordination, mieux c'est. Je crois que tout le monde va être d'accord là-dessus. Il ira à peu près du bien du rapport dominatif. Moi, la vraie question qui me semble se poser après ça, c'est oui, ayant un meilleur renseignement, mais qu'est-ce qu'on fait des données après ? Qu'est-ce qu'on fait en termes d'analyse ? Et qu'est-ce qu'on fait sur le plan de l'action? Pour dire la chose de façon un peu caricaturale, c'est très très bien de repérer les djihadistes. Je pense qu'on est bon pour ça, globalement. C'est très très bien d'avoir des fiches S. Mais si tous les bons hommes qui ont des fiches ES continuent à faire comme avant, justement, on est en pleine actualité, Willy Ledevin. C'est vrai qu'il y a cette question de l'analyse des données. On est peut-être fort pour les récolter, mais on se souvient qu'après les attentats du mois de janvier de Charlie Hebdo, on avait pointé des failles dans le système de renseignement intérieur français. Bah oui, non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'épisode des frères Kouachi, d'ailleurs, le montre. Cela faisait déjà longtemps que les analystes pointaient la dangerosité d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il y a eu une faille analytique, pas que. Il y a aussi eu une faille de transmission entre la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris et la DGSI, puisque Saïd Kouachi était en zone des RPP quand il vivait à Pantin, puis est passé en zone DGSI quand il est parti s'établir à Reims. Donc oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, dans le rapport, ce qui est intéressant, un chiffre qu'on n'avait pas, c'est que la DGSE, donc les services extérieurs, ont 23% de contractuels, donc ça veut dire des professeurs, des universitaires, des linguistes, des ingénieurs, des économistes pour faire de l'analyse, et la DGSI n'en a que 15%. C'est un plafonnement qui a été décidé pour maintenir la culture policière du service. Mais je pense que pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut mettre les données et les informations collectées en perspective. Ouais. Je vois acquiescer Yves Pozzo-di-Borgo. C'est un élément effectivement. C'est un des éléments que soulève d'ailleurs le rapport, qui est un élément plus général de la société française, c'est l'appel aux compétences, et notamment les appels aux compétences universitaires. Par rapport aux États-Unis, vous avez fait allusion à ça, mais c'est vrai que les universités sont beaucoup plus impliquées dans la défense, dans la sécurité et autres. Or, nous, le problème, on a des universités qui ne sont pas suffisantes, auxquelles on ne fait pas assez appel. Et l'affaire des contractuels est révélateur. On a des compétences qui existent dans ces universités et on ne les utilise pas.
Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, en fait, des éléments de recherche, des éléments Internet. Enfin, il y a toute une série de spécialistes ingénieurs qui pourraient travailler en contractuel dans ces services-là. Et c'est vrai que c'est un des éléments que vous souleviez dans votre question tout à l'heure. C'est un des éléments qui provoque la pesanteur un peu de nos services. Alors, il ne faut pas non plus trop critiquer, mais c'est comme ça et c'est là-dessus, il faut quoi. Un autre élément qui est important, c'est, je ne veux pas me l'attribuer, c'est Monsieur de Libération qui m'a fait allusion. Je voulais savoir, je n'arrivais pas à savoir quel était le nombre d'agents de liaison. Parce que, on a 4 services, alors on crée des liaisons. Alors vous avez un tas de gens qui disent, ah oui, mais c'est des liaisons. On a 2 fois plus d'agents que l'Allemagne, 6200 contre 2000. Voilà. Alors, 6200, mais en même temps, il faut ajouter aussi qu'on a quand même beaucoup plus de risques que l'Allemagne et que l'Angleterre, même si on a le nombre d'agents. Mais surtout, un des éléments, c'est qu'il semblerait, enfin, les chiffres, je crois qu'ils ne sont pas dans le rapport, mais il faudrait qu'on le retrouve, qui est plus de 30% d'agents de liaison. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme si vous, entre vous et moi, je mettais quelqu'un pour vous parler. C'est ce qui se passe. Ces agents de liaison, il faudrait mieux qu'ils soient directement dans un service, utilisés, et ça donnerait une plus grande efficacité. Et ça fait partie aussi, je crois, des pesanteurs du renseignement en France. C'est vrai que quand on vous entend, on a l'impression que c'est une organisation extrêmement compliquée où les gens finalement ne se parlent peu. Alors, oui, c'est probablement une organisation. Alors, on en parle un peu à notre aise. Je veux dire, il a fallu fusionner des services. Justement, on va y revenir. Puisque cette fusion entre la DST et l'ERG, ça remonte à 2008, mais certains regrettent la disparition de l'ERG. Allez-y, François Bernard. Tout le monde est unanime pour dire que le renseignement territorial, ce que faisaient les RG, a été complètement démantelé par la fusion et que c'est une catastrophe. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, ce qu'on peut dire, c'était une bonne réforme en 2008, mais que ça a été l'effet pervers de la suppression des RG a été l'effet pervers de cette bonne réforme. Et qu'a compensé d'ailleurs la réforme de 2013, je crois, aussi de compenser. Mais c'est un des problèmes aussi. François Bernard. Il y a 2 éléments qu'il faut favoriser. C'est l'analyste, il faut du jus de cerveau, il faut des gens qui synthétisent tout ça, qui ne soient pas forcément insérés dans l'administration. Et puis, il faut des gens de terrain. Et les gens des RG, nous en parlions avant d'entrer dans l'émission, il y a aussi des gens qui prennent un café avec les gens, les gendarmes, les gens des RG, qui connaissent des gens qui vont sur le terrain. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire de manière trop bureaucratique. Ça ne peut pas tellement se faire en 35 heures, je pense. Ça demande du temps, de l'implantation. Voilà, je crois que sur les 2 domaines qu'il faut favoriser. C'est effectivement une des préconisations du rapport, ce renseignement territorial. Est-ce que peut-être qu'on va revoir émerger les fameux RG ? Il y a 2 choses. Il y a un manque d'effectifs déjà dans le renseignement territorial. Aujourd'hui, le renseignement territorial, c'est 2000, donc le SCRT, ce qu'on appelle le SCRT, Service Central du Renseignement Territorial, c'est 2000 fonctionnaires, donc c'est 60% des effectifs des RG de l'époque, pour 90 à 95% des missions des RG de l'époque. Donc ils sont moins en faisant le même boulot. Et la deuxième difficulté du SCRT, c'est la transmission des informations avec la DGSI. La DGSI, aujourd'hui, est un peu autiste, clairement. Est-ce qu'elle est tétanisée par le secret défense? Vous êtes d'accord avec cette formule? Voilà, le problème, c'est que quand le SCRT transmet des informations, ça passe à la DGSI, c'est classé secret, et du coup, secret défense, et du coup, le retour d'informations n'est pas possible. Les agents nous disent, nous, on transmet parfois un certain nombre de données sur des individus précis, mais on n'a jamais de retour. On ne sait pas ce que fait la DGSI avec. Et l'effet très pervers, voire extrême de ça, c'est que parfois, ça peut générer de la rétention d'informations. Ouais. Sur cette rétention d'informations, c'est inquiétant dans le contexte actuel. Alors c'est vrai qu'il y a l'UCLA, qui est une structure qui est chargée de faire encore une structure de liaison qui est entre l'intérieur et puis l'extérieur, si je peux me permettre. Mais c'est vrai que c'est pas satisfaisant. Il y a quand même, tout à l'heure, je suis élu de Paris, mais attendez, quand vous pensez que la préfecture de police a encore un service de renseignement intérieur, enfin, c'est surréaliste, enfin. On n'ose pas toucher. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la préfecture de police de Paris parce qu'elle est puissante, elle est efficace, c'est beaucoup de choses. Mais c'est plus son domaine. Il faudrait vraiment qu'on ait le courage de dire à la préfecture de police, on fusionne ce service avec d'autres. Et là, je crois que il y a de la part de cette réforme administrative, il faut la faire de façon, je pense, moi aussi un peu directive, en accompagnant les agents, parce que les agents sont aussi, on a de bons agents en France. Une administration qui est efficace, puissante, qui travaille bien, donc il faut le faire en concertation avec eux, mais il faut le faire. Il faut vraiment que là, on fasse preuve d'autorité
soulever, parce que ce que soulevait monsieur sur cette affaire de transfert de renseignements, c'est pas possible. Ouais. C'est impossible. 10 mois après les attentats, finalement, on a vu cette loi sur le renseignement, mais est-ce qu'on a tiré les enseignements sur cette organisation et sur ces failles du renseignement intérieur? Alors, on est parti dans la loi du renseignement sur des choses. Alors, il y a des choses qui sont bien ou logiques là-dedans. Il faut plus que pour l'histoire de caméras, de balises, bon, il y avait des choses qu'il fallait simplifier. Moi, j'exprime toujours des inquiétudes dans cette loi qui, premièrement, n'est pas une loi contre le terrorisme, hein, qui est une loi qui couvre beaucoup de domaines où il peut y avoir des dangers sur la sécurité nationale, l'espionnage économique, etc., et qui pourrait donner lieu à des abus dans le domaine politique. Enfin, il y a des présidentielles qui arrivent et il y a quand même certains renseignements qui pourraient être utiles dans ce cadre. Et par ailleurs, évidemment, une opposition à cette histoire des fameuses boîtes noires, c'est-à-dire cette tendance à essayer de faire du brassage, de la corrélation de données ramassées au chalut. Que font les Américains avec une efficacité dont on pourrait d'ailleurs beaucoup discuter, dont il est évident qu'elle est très intrusive sur la vie privée, même si Google fait probablement pire, et qui en tout cas crée une fausse confiance dans la technologie et présente des risques de faux positifs et des risques pour des citoyens, dont moi qui passe mon temps à aller sur des sites djihadistes pour m'en renseigner. Willy Ledevin, est-ce que vous pensez que dans la loi le renseignement qui a été adoptée par le Parlement, qui est très contestée, mais cette question de l'organisation territoriale était complètement absente finalement? Oui, c'est assez absent. Moi, voilà, pareil, je suis assez d'accord. Dans l'IB, on l'a écrit, réécrit. Moi, je suis très sceptique. On est très sceptique face aux renseignements techniques qui permettent de collecter des données de masse. Encore une fois, on s'aperçoit que c'est pas la collecte d'informations qui pêche. En général, les profils de ceux qui ont commis des attentats ou qui ont tenté d'en commettre sont des profils que nous connaissions déjà, que nous avons mal suivis, ou nos services se sont mal parlés ou insuffisamment parlés. Je suis pas convaincu. Ça veut dire qu'il y a eu des ratés, qu'il y en aura d'autres selon vous? Mais c'est une science inexacte, le renseignement. Donc il y en aura, j'espère, pas beaucoup d'autres, voire pas d'autres si possible. Mais je vois pas comment des boîtes noires qui moulinent en permanence et qui recueillent des centaines de milliers de données peuvent changer la donne. Yves Pozzo-di-Borgo. Oui, donc cette loi, moi je considère que c'est plus une loi que les services ont imposée, avec le Conseil d'État ont imposé aux politiques pour se protéger. On multiplie les écoutes, on multiplie les surveillances, mais le résultat est le même. Et on n'a pas, en fait, comme le dit, vraiment vérifié l'ensemble des choses. Et le rapport Dominati, justement, est clair en disant qu'on aurait dû, en fait, plutôt s'occuper de la conception de la défense du renseignement, de l'organisation du renseignement sur l'ensemble de la France, plutôt que d'avoir une politique de défendre les fonctionnaires de la DGSE, qui sont quand même tenus par le secret défense, et puis que dire qu'il faut protéger. Mais franchement, là, on a fait un texte juridique qui judiciarise des choses qui ne doivent pas l'être. C'est du domaine du secret. Et c'est ça que c'est marrant. C'est pour ça la raison pour laquelle moi j'ai voté contre. Je dis, mais tout ça ne correspond pas véritablement aux besoins du pays, à la défense, à ce que le pays a besoin pour se protéger, notamment contre le terrorisme. Comment trouver un équilibre finalement entre cette masse de petits réseaux, tout le monde regrette ici la disparition des RG, et puis plus de concertation? Alors, tout le monde regrette la disparition des RG. Quand on a fait de la politique étant jeune, on ne la regrette pas forcément. Passons sur ce détail. Mais, je pense, je vois ça de l'extérieur, là, une fois encore, c'est facile d'en parler depuis. Il y a des moments où il va falloir probablement agir de façon un peu autoritaire. Que vous changiez de service de renseignement quand vous franchissez le périphérique, c'est grotesque, par exemple. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut que ça soit imposé par le haut. Et puis surtout, il faut que tout ça soit suivi d'actions et d'effets. Ça demande beaucoup de coordination avec la justice. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les déclarations du juge Trévidic, par exemple. Il dit c'est épatant d'avoir du renseignement. Si vous avez un dossier et que le lendemain du jour où votre gars a commis un attentat, vous découvrez vous aviez un dossier parfait sur lui. C'est pas la méthode, il faut faire quelque chose. Mais le mot de la fin sera pour vous? Non, mais il a raison là-dessus, Trévidic. Il faut constituer des preuves qui permettent d'alimenter un dossier judiciaire. Et pour ça, il faut judiciariser les parcours.
On peut recueillir, encore une fois, on peut faire des écoutes. Tant qu'elles sont administratives, vous ne pouvez pas vous en servir. Donc, non, j'ai pas grand-chose à ajouter, à part que réformer ou fusionner des services, ça réclame de forcer, de s'opposer à des cultures qui sont bien établies, à des rivalités qui sont tenaces. Les services se livrent une bataille souvent fratricide. Fusionner les services, ça veut dire faire travailler les gendarmes et les policiers ensemble, le SCRT et la SDAO. La tâche s'annonce immense. Voilà, merci, c'est pas gagné. merci à tous les trois. On n'a plus beaucoup de temps. On a quand même que les Français soient rassurés, on a quand même de bons services. Merci. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de ce débat. Avant de se quitter, on va tout de suite retrouver Tam Tranui dans l'hémicycle du Sénat pour un dernier point sur la séance. C'est à vous, Tam. Et oui, il y a eu un petit moment surréaliste tout à l'heure dans l'hémicycle. On a vu le groupe PS chahuter le gouvernement qui a voulu montrer toute sa sévérité vis-à-vis de l'immigration illégale et qui veut sanctionner l'utilisation des faux papiers par des étrangers. Jusque-là, rien de très normal. Mais le groupe PS, lui, veut faire un cas particulier pour les demandeurs d'asile, pour les réfugiés qui, par définition, arrivent très souvent en France avec des faux papiers. Réponse du gouvernement, alors il suffirait pour tous les étrangers de demander l'asile pour ne pas être sanctionnés. Cela n'est pas possible. Mais voilà, le groupe PS était vraiment furieux. On a entendu Catherine Tasca, Jean-Yves Lecomte, tous les deux socialistes, leur indiquer qu'ils allaient à l'encontre de la Convention de Genève. Tout cela sous l'œil rigolard de la droite. Merci beaucoup, Tam, pour ces dernières précisions. C'est la fin de ce Sénat 360. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.